Coloniser, c'est civiliser. Ils font la classe en plein air, accueillant une troupe de petits bonshommes déguenillés, mais avides d'apprendre, et qui abandonneront bientôt leurs arcs et leurs chasses pour se plonger dans les livres. Des transformations merveilleuses s'opèrent. Ces enfants, hier incultes et sauvages à peine couverts d'un pagne, deviennent disciplinés, lisent, écrivent et calculent. La première amie qui a compté dans mon existence, quand j'avais 22-23 ans, était une Congolaise. C'était ici à Bruxelles avant que j'aille au Congo. C'était un amour de Pénin, un amour romantique, fleur bleue. Et alors que je venais de terminer mes études, cette jeune fille est morte à l'âge de 21 ans. J'étais émerveillé d'avoir pour première amie une fille noire à une époque où c'était très rare. Le premier baiser d'amour que j'ai donné dans ma vie, c'était à une Congolaise et c'était dans la neige. Je trouve que c'est très beau. Et voilà ce qui au départ donc m'a marqué. Et puis quand j'ai voulu aller dans son pays où je n'avais pas pu aller avec elle, j'ai été séduit par une espèce de simplicité biblique dans les relations entre hommes et femmes, simplicité qui n'existe pas dans notre société. Je trouve que les femmes africaines ou d'origine africaine sont certainement les plus belles femmes du monde. Il y en a qui, dans la chaleur africaine, en dehors des normes, des règles et des rigidités de la société européenne, ont trouvé un terrain plus grand que le terrain habituel dans lequel ils se développaient. Et cela donne des dimensions, de l'ardeur. Et pour ceux qui sont de nature émotive, il n'y en a pas toujours beaucoup. J'ai rencontré des Blancs, des Européens qui étaient plutôt intellectuels et un peu secs comme ça dans leur rapport avec les Africains. Mais on en rencontre qui sont de nature émotive, je connais des noms que je pourrais citer, et qui s'accrochent presque, je dirais, aux entrailles, aux tripes de la société, pour ainsi dire. Je crois que pour certains, la vraie vie est toujours ailleurs. Il y a des êtres qui ont besoin de partir, qui ressentent ce besoin en eux. En ce qui me concerne, si j'étais resté en Europe, je devenais un malade mental. Je ne me serais peut-être plus levé pour travailler. Par conséquent, ce que m'a apporté l'Afrique d'essentiel, c'est qu'elle m'a sauvé de la folie. Une folie au sens littéral du mot, maladie mentale. Comment? Sans doute par tout ce qui constitue la chaleur de vivre là-bas. La vie communautaire dans une parcelle. Le fait qu'on n'est jamais seul, jamais abandonné à soi-même. Que si, d'une certaine manière, on a un malheur, ce malheur est pris collectivement par ceux qui vivent avec vous. Je suis belge et fier d'en être, flamand d'origine et fier aussi de l'être. Notre vie, notre cœur est au Zaïre. J'aime bien venir ici, mais pas trop longtemps. Notre vie est là-bas, nous
préférons vivre là-bas et même mourir là-bas. J'avais envie d'apporter quelque chose dans le pays qui allait... Ce que j'ai fait tout au long des 30 ans. Vous étiez un civilisateur. J'étais un civilisateur dans le sens que je pensais qu'il était de notre devoir d'apporter un plus aux populations africaines, oui. Dans ce sens-là. Et arrivé là, vous avez eu ce sentiment? Arrivé là, dès Lobito, j'ai eu un grand choc quand j'ai vu les débardeurs sur le port de Lobito et la condition dans laquelle ils travaillaient. Ça m'a fait un choc terrible. Et c'est un choc qui m'a converti définitivement dans ce que vous appelez ma tâche de civilisateur au Congo. Oui. Alors je suis arrivé et je m'étais fait une idée un petit peu paradisiaque. Et effectivement, quand je suis descendu, j'ai vu cet aéroport Ndolo, qui était un petit aéroport, je ne veux pas dire provincial, mais local, avec les fumées, les odeurs qui est typique de la ville africaine, palmiers, enfin, mais tout de suite, je pensais donc que c'était vraiment le paradis, qu'il fallait civiliser des primitifs. Mais dès mon arrivée, j'ai tout de suite senti une espèce de racisme à laquelle moi je n'étais pas habitué. J'avais fait mes études aux États-Unis et là, j'ai rencontré aussi bien des Noirs, des Jaunes, et il n'y avait jamais eu en moi le moindre idée qu'il pouvait y avoir des antagonismes racistes ou de l'apartheid. Ça ne me venait pas à l'idée. Mais dès que j'étais sur le tarmac, j'ai compris qu'il y avait une séparation. Là-bas, je suis devenu l'organisateur. Je veillais au grain là-bas. Ici, j'étais peut-être pas un fouteur de pagaille, mais disons qu'à cause de moi, ça pouvait arriver. Vous aviez le sentiment d'un statut privilégié? Non, jamais. Jamais. Je m'alignais. Je respectais la classe d'âge. Au fond, j'avais un comportement très africain, bien que je n'ai jamais eu une éducation africaine. Ça veut dire? Respecter les vieux, les chefs. Dans mes contacts, ils me le disaient après quelques jours. Tu n'es pas comme les autres. Et tu nais ici, non? Il y a certains qui sont nés au Zaïre, qui ont vécu leur jeunesse au Zaïre et qui se sont identifiés, c'est leur pays. Il faut les reconnaître. Et alors, ils ont essayé d'aller reprendre la vie en Europe. Ils ont trouvé que ça n'allait pas. Alors, pour eux, il n'y avait qu'une solution, revenir au Zaïre. Il y en a d'autres parce que au Zaïre, on dirait, ils sont les borgnes parmi des aveugles. Avec un peu d'écran, etc., ils parviennent à se créer des sociétés, de l'entreprise, aller de l'avant, chose qu'ils ne pourraient pas réaliser en Europe. Alors vous comprenez quelqu'un qui a vécu cela, ces sentiments de toute puissance, de capacité de tout réaliser, et qui revient en Europe, où il va se retrouver un numéro parmi d'autres qui sont encore pas un numéro au sommet, mais assez bas. Et vous comprenez que cette personne se sentira étouffée en Europe et voudra rentrer chez nous. Un blanc qui arrive là-bas demeure, comme nous y étions. Il est sublimé. Et nous ne savons pas très bien pourquoi. Mais nous sommes sublimés par la luminosité de l'air, par le soleil permanent, par la végétation. Nous sommes des hommes d'une autre nature quand nous étions là-bas. Nous étions d'autres hommes, nous étions sublimés. Vous savez, on travaillait comme des dingues, on s'en apercevait à peine. Je crois que le premier titre qu'on a donné aux Blancs, aux Belges qui venaient au Zaïre, c'était le Boulamatari. Le Boulamatari, c'était, littéralement, ça signifie casser de pierre. Casser de pierre, quand on casse de pierre, c'est pour construire. C'est-à-dire, c'était le constructeur, celui qui érigeait des monuments, des maisons et tout ça en dur. C'était le Boulamatari, le casseur de pierre. C'est-à-dire l'administrateur, celui qui gérait vraiment le pays. Et puis est venu le terme du patron. Du patron, mais finalement le patron c'est celui qui paye, qui utilise les employés, qui le paye. Bien. Et le blanc est toujours senti comme le patron, même quand il travaille au milieu des Aïrois. Mais avant ces deux termes, que ce soit Boulamatari ou patron, il a précédé un autre terme, c'est celui de Noko. Le Noko, c'est l'oncle. Et dans l'acception
zaïroise du terme, ou africaine, pour ne pas dire zaïroise seulement, l'oncle, c'est celui qui veille sur ses neveux, qui a les droits de vie et de mort, et qui a toujours, surtout, le rôle de protecteur des neveux. Et le Congolais de l'époque, comme les Arabes après, a cru que le blanc, le Belge était toujours cet oncle-là qui le protégeait. Mais quand on a soulevé le voile de l'indépendance, qu'on a vu que derrière ce voile d'indépendance se cachaient les sévices, les coups de fouet, des chicottes et tout ça que l'oncle donnait au neveu, l'oncle, le blanc, l'administrateur territorial, et le neveu, c'était le Congolais ou le Zaïrois. Maintenant, on a cru qu'il n'était pas tout à fait l'oncle, c'est-à-dire le neveu avait tous les devoirs envers l'oncle, et aucun droit, et que l'oncle n'avait aucun devoir envers le neveu, alors que les devoirs et les droits sont réciproques. Quelques blancs qui sont restés au Congo, au Zaïre, sont toujours restés dans le même quartier qu'ils ont occupé avant l'indépendance. Très peu de blancs, je n'en connais pratiquement pas, qui se sont risqués d'aller se chercher un logement dans ce qu'on appelle la cité, dans les quartiers populaires, pour y vivre avec femmes et enfants. Donc finalement, le mode de vie n'a pas tellement changé. On a une vie sociale tout à fait différente que la vie sociale en Belgique. Tout à fait différente. On vit différemment. On a une autre qualité de vie surtout. Bon, on nous dit, oui, vous aviez des domestiques, etc., vous ne faites rien. Mais c'est faux. C'est complètement faux. On faisait vivre ces gens. Entre autres. On faisait vivre ces gens. On leur procurait quand même du travail. On leur procurait du travail, on assurait tout. On assurait les soins médicaux, on assurait le transport, on assurait tout pour ces gens-là. Moi, j'ai des boys qui ont 30 et 35 ans de service. C'est comme de la famille, ces gens vont rester chez moi jusqu'ils meurent. Combien de personnel de maison est-ce que vous avez? Pour le moment, avec les chauffeurs, les sentinelles, je dois avoir une dizaine. Et tous des gens qui ont... Les plus anciens ont 35 ans, les autres minimum 15 ans. Ça fait partie de nous. C'est comme une grande famille. Je pense qu'on les paye très très bien, malgré tout ce qu'on raconte. Ils sont nourris chez nous, ils ont leur nourriture. Même ils ont leur riz pour emmener pour les enfants ou un poulet. On essaye de faire un maximum. Les Blancs constituent une espèce de ghetto au Zaïre. Bien sûr, il y a des interactions au niveau du travail, par exemple. Bon, ceux qui travaillent dans les usines ont rencontré dans les hôpitaux, sur certains chantiers. Mais en dehors de ces contacts professionnels, j'ai l'impression que les rapports s'arrêtent là. Et qu'après cela, chacun rentre un peu dans son. Il y a aussi un autre fait. C'est comme ici en Europe, ce n'est pas apparent, on n'en parle pas. À diplôme, l'homme et la femme ne gagnent pas la même chose. Chez nous, c'est encore beaucoup plus fort. À diplôme égal, les blancs et les noirs. Nous avons des intellectuels zaïrois qui ont un niveau comme n'importe quel intellectuel ici. Au contraire, nous avons des excellents médecins. Moi, je ne vois pas de différence. Pour moi, personnellement, la peau n'a pas de différence. Moi, je les traite de la façon ils sont et qu'ils me traitent avec moi. Et somme toute, les Noirs, c'était
en 1955, leur seul reproche au système, c'était le tutoiement, le manque de respect, puisque, quelle que soit la position, son âge, il était tutoyé. Il voulait qu'on lui serre la main, comme les Blancs le faisaient entre eux, ce qui ne se faisait pas. Il voulait que les fils dans les postes qui étaient décidés de Belgique, mais enfin, dans les endroits publics, ne soient plus des fils séparés, mais des fils communes. Bon, le respect de la valeur humaine. J'ai eu un monsieur un jour qui m'a dit, bon monsieur, je suis resté après l'indépendance, mais je n'ai jamais donné la main à un noir pour la cause. Je dis, monsieur, ça c'est un grave problème, mais c'est le vôtre, c'est pas le mien. On a essayé de faire l'amitié belgo-congolaise dans le temps. Et moi, je suis un ancien de là-bas, je dis, ça ne peut jamais marcher. Parce qu'on a une mentalité tout à fait différente. Rentrer dans un bar zaïrois et rentrer dans un établissement, dans un café ou dans un restaurant européen, vous avez une mentalité tout à fait différente. C'est pas possible la communication avec les deux. Non, moi je ne suis pas d'accord. On a une mentalité tout à fait différente. Et je vais vous dire une chose. Les Noirs sont beaucoup plus racistes que nous. Ça, c'est un fait. Ça, c'est certain. Il n'y aurait pas un racisme anti-blanc, tout simplement, aussi, du noir. Un racisme anti-blanc, du noir vis-à-vis du blanc. Non, moi je ne vois pas ça. Je vois trop d'admiration. Trop de soumission. Que les... Attention, hein? Donc attention, ce sont des affaires du blanc. Les affaires du blanc sont supérieures, sont meilleures. Et j'ai vu des blancs qui comprennent très bien la mentalité africaine, parfois même mieux que nous-mêmes, qui ont su pénétrer. C'est une question de se mettre, c'est une question d'abord, je crois, d'humilité, de savoir que l'autre peut vous donner quelque chose que vous n'avez pas. Ils disent en lingala que les Blancs sont mohimi, c'est-à-dire en quelque sorte manquant de générosité. Je crois que c'est le reproche fondamental, je le trouve tout à fait justifié, aussi bien sur le plan personnel, puisque nous sommes plus individualistes, nous accueillons moins facilement, nous sommes moins chaleureux, nous sommes plus avares. Il y a un complexe d'infériorité, je crois, qui est plus qu'un complexe de différence de culture entre de la part du noir vis-à-vis du blanc. Le blanc reste quand même le maître. Et quand on le voit, bon, on voit un peu l'œil du maître. Et l'homme blanc n'aurait pas un complexe de supériorité? Des gens comme nous, non. Mais moi, j'ai vu ça souvent avant l'indépendance, oui. Oui, à ce moment-là, oui. Mais moi, je n'ai jamais eu ce sentiment et j'ai toujours... je crois que c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème, parce que je les ai toujours considérés à leur juste valeur et les traités tels quels. Avant 60, si on pouvait sentir un certain racisme, on savait que c'était les colons blancs belges qui étaient là, mais qu'un jour ils partiront. C'était le moindre mal, aucun problème. Après l'indépendance, le racisme se manifestait dans le chef des Congolais qui ont pris le pouvoir et qui, eux, considéraient les autres Congolais comme étant inférieurs et tout, et qui les excluaient de leur zone qu'ils avaient occupée après le départ des Blancs. Après 1965, c'était la même chose. C'est-à-dire, hier, le colon était blanc, c'était le moindre mal. Aujourd'hui, le colonisateur ou le colon, il est noir, c'est pire.
Monsieur le Président, Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Ils méritent à la fois notre admiration et votre reconnaissance. Sire, Excellences, mes chers compatriotes, tournons-nous maintenant vers l'avenir. L'aube de l'indépendance se lève. Nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Quel est votre souvenir le plus heureux? L'indépendance. Les Blancs pouvaient enfin aller chez les Noirs, y passer la nuit. Les Noirs pouvaient circuler partout. Ceux qui s'aimaient pouvaient s'aimer au vu et au su de tout le monde. Alors qu'avant, c'était pas conseillé de se montrer trop en compagnie soit des uns, soit des autres. Et pendant 2 ans, ça a été presque une fête générale où tous ceux qui gagnaient plus partageaient avec les autres qui ne gagnaient pas plus. C'était incroyable. Avant l'indépendance, c'était le paradis, hein? C'était le paradis et des gens extrêmement gentils aussi. Après 60, ça a été quoi? Travailler pour ramasser le plus d'argent possible pour revenir en Europe. Pourquoi? C'est juste. Pourquoi? L'incertitude de l'avenir? Pour la certitude de l'avenir. Au moment de l'indépendance, quoi qu'on en ait dit de cette colonisation belge, les gens étaient partis pour une ère de santé, de travail, de revenus fixes. Comparé à maintenant, on peut dire qu'ils vivaient bien. Ils vivaient très bien. Je pourrais donner 1000 et un exemples. Maintenant, ils sont enfoncés au plus profond de la misère la plus noire. En 60, les Belges ont laissé la plus belle colonie qu'on n'a jamais vue au monde, avec une infrastructure, port, chemin de fer, école, soins médicaux jusqu'au petit coin du pays, justice, soins de santé partout. Même dans les villages, il y avait des centres, des routes comme des billards. Il n'y avait pas de trous dans les routes. Il y avait des villes organisées comme il faut. Donc les Belges, en 80 ans, ils ont fait une 60aine de villes. Et aujourd'hui? Et en 34 ans, on n'en a pas fait sauf Badolite. Au contraire, il y a des villes qui n'existent plus, qui n'ont plus le mérite d'être nommées comme une ville. Il n'y a plus rien. 30 ans dans l'histoire d'un peuple, c'est tout de même très peu. Quand nous jugeons
quand nous condamnons parfois, quand nous disons ce sont des sauvages, ils sont retournés à ceci, à cela, nous sommes profondément injustes. Nous oublions l'histoire de nos propres pays. On se braque sur le fait, parce que c'est là-bas, parce qu'il s'agit de l'Afrique, parce que l'Afrique est mal partie, on condamne en bloc. On dit que l'histoire ne marche pas de géants. Ils sont au fond du trou, ils en sortiront. Et nous voulons le croire et l'espérer, et le croire et l'espérer avec eux. S'ils n'avaient pas ce minimum d'espérance, ce serait à mourir pour eux. Vous pensez qu'il y a chez certains Zaïrois un sentiment de nostalgie de l'époque coloniale? Vous savez, hein, on aimerait bien quand même avoir des écoles qui fonctionnent, hein, des hôpitaux qui fonctionnent. Et on aimerait avoir du travail. Et cela existait du temps colonial. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que les gens ont vu? Nous sommes passés en 65 des 21 repas par semaine. C'est 3 par jour multiplié par 7 jours. Ça fait 21. Et maintenant, nous sommes à combien? Dans beaucoup de familles, c'est 3-4 repas par semaine. Et qu'est-ce que ça signifie? La maladie. Hein? Les gens ne sont pas nourris. La maladie est présente dans la famille. Et les hôpitaux, il faut avoir des milliards pour pouvoir se faire soigner. Donc on est confronté à la mort. On sait que non. Chez beaucoup, surtout des personnes âgées, il y a toujours cette comparaison. Du temps de la colonisation, il y avait ceci qui existait, qui marchait. Il y avait cela qui marchait, etc. Bon. Tandis que maintenant, ça ne marchait pas. Il y a ces comparaisons qui se font à ce niveau-là. Par contre, le noir a trouvé une dignité, peut-être. Ah oui, l'indépendance a apporté beaucoup de choses. Hein. L'indépendance a apporté énormément de choses. Quel est, d'après vous, le résultat après ces 35 années d'indépendance? Disons que c'est plutôt un résultat moral, un résultat dans la tête des gens. Des complexes qui ont disparu. Des complexes qui étaient dus à la présence blanche ayant tel type de comportement. Je ne parle pas de la présence de tous les blancs, de certains. Au bout de 30 ans, quand j'ai fait mon bilan personnel, j'ai dit, moi, pendant 30 ans, j'ai labouré la mer. Maintenant, c'est fini, je rentre à la maison. J'ai labouré la mer. Vous voulez dire qu'il ne reste rien? Rien. Un bateau, il y a l'étrave. Et il trace sa voie, c'est magnifique. Mais 1 kilomètre derrière lui, il y a la mer qui est de nouveau étale. Ce que j'ai fait là-bas, je considère que j'ai labouré la mer, comme des milliers d'autres. Ouais. La nostalgie existe, vous ne pouvez pas l'empêcher, mais l'époque coloniale est une phase de l'histoire de ces pays et c'est une phase terminée. Mais il est certain que si l'on écrit maintenant une histoire de l'Afrique, l'époque coloniale ne sera pas l'époque sombre, l'époque des ténèbres que l'on dénonçait il y a encore quelques années. Pourquoi cette évolution? Mais je crois que tout le monde constate, y compris les responsables, s'ils sont honnêtes, l'échec de ce qui a suivi. Mais la solution n'est pas dans un retour à une époque révolue. Il faut trouver autre chose. Que les gens prennent conscience qu'eux-mêmes doivent travailler, qu'ils ne doivent plus compter sur l'aide d'autres pays. Ils doivent produire, ils doivent refaire leur route, et pas avec des bulldozers, comme on a fait à l'époque coloniale. Ce n'est que par le travail, par la production, qu'ils peuvent se sauver. Sinon, on retourne à la cueillette, on retourne en brousse, on vivra de prendre des poissons et de tuer des bêtes pour se nourrir.
Il n'y a pas 35 solutions. Il est facile de dire, bien qu'il y ait là un fond de vérité, que la société africaine est à peine sortie de l'ère de la chasse et de la cueillette, qu'elle est donc incapable de prévoir, de gérer, d'administrer avec quelque rigueur. Et que c'est cela que le blanc peut apporter. On a formé des élites, on a formé des technocrates en Afrique, mais il reste que l'Européen peut encore, je crois, féconder cette société, féconder les entreprises là-bas. Et puis soyons pratiques. Ces pays ont besoin d'investissements extérieurs, d'apports de capitaux. Et je crois qu'aucun capitaliste au monde ne fait de placement sans en garder un certain contrôle, un certain droit de regard. Certains disent, face à l'état de crise profonde que traverse l'Afrique, il n'y a qu'une solution, c'est envoyer des hommes avec des idées et avec des capitaux. Alors moi, je suis formel. Hein? L'Afrique se développera avec les Africains et avec personne d'autre. Si l'Afrique ne trouve pas en elle-même des institutions, des hommes qui vont la créer elle-même, c'est inutile. Je prends le cas du Zaïre, je vais dire des choses peut-être un peu ahurissantes, mais le Zaïre n'a pas besoin d'être étranger. Le Zaïre a tout pour mobiliser et organiser lui-même le développement à partir de ses propres ressources. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment que parfois, dans certaines sphères, l'idée de recolonisation fait son chemin? Oui, je sais qu'il y a des gens qui ont cette illusion-là, qui se croient qu'ils peuvent recoloniser. Mais je crois que ce serait la plus grossière bêtise qui puisse se faire. Vous savez, c'est comme avec une jeune fille. Hein. Il y a deux périodes, avant et après qu'il a connu l'homme. Après qu'il a connu l'homme, il ne peut plus redevenir ce qu'elle était avant. Eh bien, c'est la même chose. Il y a la période avant l'indépendance. Nous acceptions, beaucoup de choses étaient acceptées. Et puis après, nous avons connu l'indépendance. La possibilité d'aller dans des hôtels, d'entrer dans de voyager en avion, et de vivre dans les lieux qui me plaisent, et de travailler suivant mes capacités, etc. Eh bien, ayant connu ça, parler de recolonisation, c'est revenir aux ennuis que nous avions connus avant l'indépendance. Où on ne pouvait pas devenir plus qu'un des chefs de bureau, on devait rester plus bas. Où on avait des lieux réservés et tout un tas de choses. Ça, immédiatement, tout le monde partirait dans les maquis pour faire la guerre. Nous, avec la colonisation, nous avons été mis en contact avec l'Europe. Nous avons commencé à participer à ça. Mais ce que nous avons obtenu jusqu'à présent, c'est combien? 1/10, 1/100, 1/1000000, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très peu. Les contacts doivent se poursuivre pour permettre ce transfert de la civilisation, des connaissances scientifiques, des modes de pensée, des modes de vie autres qui ne sont pas les nôtres. Mais ça ne signifie pas que nous allons les appliquer tels quels. Nous allons les digérer comme l'Europe a digéré l'héritage du Moyen-Âge, et des Grecs, de l'Antiquité grecque, et l'héritage des Arabes. Comme les Grecs avaient digéré la science égyptienne, nous allons les digérer pour l'adapter à notre façon de vivre.
Le pillage. C'est une espèce de grand carnaval. La soupape de sécurité qui a fonctionné. La population pauvre admettait qu'un chef ait plus. Mais les nouveaux chefs, qui n'étaient pas chefs de sang, je dirais, ça, ils n'ont jamais facilement digéré ce côté, cette différence. Il suffit de savoir que les pillages commencent chaque fois par l'armée qui se révolte, qui se débande, qui tire, qui ne veulent pas, l'armée ne veut pas tuer, hein, ils veulent piller. Ils arrivent, ils volent les véhicules, la première chose. Ils remplissent les véhicules de tous les objets qu'ils peuvent prendre. Une fois qu'ils ont pris les grosses pièces, je dirais, hein, ils abandonnent le terrain et viennent alors, comme des fourmis, des bandes et des bandes et des bandes sortant de partout pour ramasser le reste. Dès qu'il y a eu le premier bruit en ville, tous nos amis sont venus chez moi, avec les femmes, les enfants, et moi j'ai un abri où il y a air condition, où il y a l'air qui est changé, où il y a cuisine, frigo, douche, WC, porte blindée. Et dès que ça a commencé à tirer, les femmes et les enfants rentraient dans l'abri. Ils sont restés presque 3 jours. Et les hommes restaient dehors pour le cas où il fallait nous défendre. Quand on attendait tirer, on tirait aussi. Et ils ne sont pas venus. Est-ce que nous n'étions pas sur leur programme ou est-ce qu'ils ont attendu qu'on tirait aussi? Je ne sais pas. Nous avons eu très peur du fait qu'ils sont pratiquement rentrés dans la concession. Ils ont tiré dans les portes et nous avons décidé, au moment de l'évacuation, on a dit cette fois-ci, nous prenons plus de risques, nous partons directement et on fait une croix sur l'Afrique. Et vous-même, vous n'avez pas été pillé? Non, il passait à vide devant chez moi et il revenait chargé et je ne me cachais pas. Pourquoi? Je n'avais pas à avoir peur d'eux. Qu'est-ce qu'ils allaient me voler? Ma petite télévision? Pour moi, c'était une vengeance, ce n'était pas un vol. Ça ne s'adressait pas aux Blancs, ça s'adressait aux riches. Parce qu'ils ont pillé aussi bien les magasins de propriétaires africains que magasins d'étrangers. C'était dirigé contre les gens qui possédaient, ceux qui avaient quelque chose, qui possédaient tout, et ceux qui n'avaient rien. Donc c'est cette différence entre les sans le sou et ceux qui avaient argent, villa et tout. Donc en somme, c'était une sorte d'agression et de transgression de l'espace investi par les gens qui avaient tout, les gens du pouvoir, les dinosaures, les Blancs aussi, puisqu'ils vivaient dans le même quartier, et que les gens de la cité, à commencer par les militaires, parce que les militaires vivent toujours dans des casernes où il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien et tout ça, et qui ont dit, mais pourquoi pas? Ils ont envahi tous ces quartiers pour s'emparer de ce qu'ils n'ont jamais pu espérer obtenir jusque-là par le maigre salaire qu'ils avaient. Ce qu'il y avait d'effrayant dans ces pillages, c'est qu'ils étaient le fait des forces qui auraient dû défendre l'ordre, la sécurité des personnes et des biens. Ces pillages ont été initiés par les forces armées et les forces de l'ordre en général. Il n'y avait donc aucun recours, aucune protection. Alors pour un diplomate responsable de son personnel, mais aussi de toute sa communauté nationale, c'est peut-être la pire des hypothèses, la pire des situations. Nous avons l'habitude de traiter avec les autorités, nous faisons des recours, nous faisons des démarches, nous envoyons des notes verbales. Ici, il n'y avait plus rien. Nous ne pouvions demander la protection de personne. On voyait très bien que ça venait de l'armée. Que l'armée, c'était une action pas spontanée, ce n'est pas un coup de tête suite à une mutinerie de l'armée, non, non. C'était quelque chose de planifié. Le premier pillage en tout cas, et le deuxième encore plus, à Kinshasa. C'était quelque chose de planifié par l'armée,
qui voulaient obtenir certains buts, on ne sait pas lesquels. Mais Et là... les gens se sont aperçus que, à cause de cela, les Blancs, aussi bien que les Noirs, étaient frappés. Les sociétés des Blancs ont été cassées et les ouvriers noirs se sont retrouvés au chômage. Et tout le monde se disait, voilà, nous sommes tous victimes. C'était un choc énorme et je crois un choc qui sera difficile à surmonter. Ceux qui sont restés parce qu'ils avaient quelque chose à protéger. Il fallait garder les meubles, soit au niveau de l'entreprise individuelle, soit au niveau des groupes. Qui devaient rester présents, protéger les investissements, mais cela a cassé l'espoir. On dit, bon, les Européens, ce sont les oiseaux. Si ça va mal, eh bien, ils partiront. Au besoin, leur armée viendra les chercher, ils partiront. Mais ceux qui devront affronter la situation, eh bien, c'est nous autres. Et c'est accepté. La résignation? Ben, on ne peut pas faire autrement. On ne pourrait pas les retenir. Et on ne pourrait pas partir en même temps qu'eux. Ce qui fait la force d'un chef, c'est précisément la confiance dont il jouit de la part de son peuple. Aucun autre artifice ne saurait la remplacer. Pendant les 15 années de ma présence à la tête de notre pays, j'ai beaucoup demandé à mon peuple et celui-ci m'a toujours suivi, en acceptant bien des sacrifices. Il s'est ainsi créé une véritable complicité entre lui et moi. Je n'ai par conséquent pas à rechercher d'autres protections que celles qui m'est accordée par le peuple zaïrois tout entier. À partir de 1990, on a eu de sérieux espoirs que le pays pouvait entrer dans la voie de la démocratisation. Ces espoirs, jusqu'à présent, ont été déçus. C'est vrai que la démocratie, c'est tout un processus, c'est toute une école aussi, mais on n'a pas l'impression que ces 4 ou 5 dernières années, le Zaïre ait vraiment progressé dans cette voie. Mais nous, Européens, nous sommes peut-être impatients. Les Africains ont beaucoup plus de temps et ce sont les politiciens africains qui en appellent parfois à notre sagesse en nous demandant de prendre patience. Donc ne perdons pas espoir. Je crois que les pays occidentaux ont eu un grand tort de vouloir imposer le système démocratique en Afrique. Comment voulez-vous qu'en Afrique, où on confond démocratie avec clan et ethnie, c'est un système voué à l'échec. Ils doivent eux-mêmes décider ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Je ne sais pas. Je suis mathématicien, je ne suis pas politologue. Je ne connais pas la définition du mot démocratie. Mais ce que je sais, c'est que nous ne voulons pas avoir des autorités qui n'émanent pas de nous. Et que quand une autorité n'est pas bonne, nous ne voulons pas qu'on nous l'impose et qu'elle reste. Nous voulons qu'elle parte et qu'on mette une autre autorité. La plupart des dictateurs qui ont été installés en Afrique, au Zaïre et ailleurs, au Burundi, c'était la continuation du pouvoir colonial, mais en pire. En pire, c'est-à-dire sans justice distributive, sans bien-être matériel ou quoi, sans payer les gens pendant des mois et des mois. Le Zaïre a un président depuis
près de 30 ans, oui, je pense. 65, novembre 65. On va pouvoir fêter le 30e anniversaire. En novembre 1995, voilà. oui. Quels sont vos rapports avec le président? Ah, bien, ce sont des rapports extraordinaires. D'abord, je dois vous dire que j'ai connu le président Mobutu quand il n'était évidemment pas président, il était colonel. Mais l'amitié, qui n'a rien à voir avec l'aspect politique des choses, l'amitié a toujours été fort proche. Et puis quand même, je dois vous dire que mettons quand même aussi les choses au point, si j'avais eu affaire avec un dictateur sanguinaire, avec un personnage abominable, il est clair que je n'aurais pas pu pouvoir développer et continuer. Mais Mobutu est un personnage totalement méconnu. Et malheureusement, parce que l'idée de prestige, parce que des erreurs économiques considérables ont été commises, et aussi parce que des susceptibilités, n'est-ce pas, des amours propres étrangers et européens ont été profondément affectés, on a construit, n'est-ce pas, une espèce de diabolisation de l'homme. Et au fond, on n'a pas suffisamment regardé que derrière l'homme, il y avait aussi un système. Moi, je connais personnellement le président déjà d'avant l'indépendance. Ils sont très bons et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Parce que c'est un vrai chef. Pour moi, c'est le plus grand chef d'État d'Afrique qui a arrangé beaucoup de choses, et pour le Namibie, et pour l'Afrique du Sud, et pour la Rhodésie à l'époque, qui est devenue Zimbabwe. Et moi, je crois que pour le moment encore, tous les autres chefs d'État d'Afrique le considèrent comme leur chef. Et pour moi, c'est un grand chef et un génie politique. Vous le voyez, vous en discutez? J'ai parfois l'occasion de le voir, oui. Et comment ça se passe? Quels sont les... On sent que c'est un grand chef, c'est un vrai chef. Personnellement, je trouve que lui-même est très bien, mais il n'est pas toujours bien entouré. C'est le problème du pays, l'entourage. Quand vous vous rencontrez, vous discutez, vous parlez de quoi? De tout et de rien, de la vie de tous les jours, et on se donne des conseils mutuellement, éventuellement. Ça dépend. On ne sait pas toujours tout expliquer non plus. On voit que le blanc rampe trop facilement devant le pouvoir politique, même dictatorial, qu'il est prêt à l'expliquer en disant ce sont des mentalités africaines, vous n'y comprenez rien, ces gens, c'est comme ça qu'ils sont, ils leur font un chef. On trouve beaucoup de théoriciens, même s'ils ne l'écrivent pas, mais ils le disent. Donc, je dirais que l'attitude de la communauté blanche, surtout dans les cadres supérieurs, est de ramper. De ramper. Et dans les cadres missionnaires, par contre, là, on trouve un peu plus de résistance. Mobutu, lui, il a prêché quoi? Le retour à l'authenticité. Et en fait, Mobutu, c'est un nom, c'est une affiche, c'est un homme, c'est un représentant de son ethnie. Quand Mobutu rentre chez lui à Gbadolité, où il a accumulé le marbre, les fers forgés, les aérodromes et tout ce que vous voulez, quand Mobutu arrive chez lui, il met genoux en terre devant le chef coutumier. De par son obéissance à la coutume, il a bloqué le peuple zaïrois dans un état d'avant Stanley. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra lui reprocher éternellement. C'est lui qui a bloqué. Mais vous remarquerez qu'il est là depuis 30 ans presque et qu'il est inamovible. Parce que son ethnie tout entière, tout ce qui est au nord du fleuve, qui fait partie de l'ancien Congo belge, mais au nord du fleuve, avec quelques têtes de pont vers l'intérieur, toute son ethnie est derrière lui. Et il a trouvé dans tout le Congo des barons du régime, dans tout le Zaïre, pardon, des barons du régime pour
tenir les populations en laisse. Nous ne pouvons pas accepter que les chefs deviennent de plus en plus riches au point de dépasser la reine d'Angleterre et que nous descendions de 21 repas par semaine jusqu'à 4 et 3 et ça ne va plus. On aime en changer. Les chefs, traditionnellement, il est le père, le protecteur, il doit veiller au bien-être de chacun. Mais quand vous vous retrouvez avec le père qui tue, qui emprisonne, parce que les gens osent penser autrement que lui, à partir de ce moment-là, on dit non, ça ne va pas, le système ne va pas. Alors, on appelle ça démocratie, oui, d'accord. On pourrait inventer un autre mot pour l'appeler. Mais il y a ce souci du respect des droits de l'homme qui existe, oui. Il faut que la race noire puisse maintenant se ressaisir et sortir du rôle de cadre ethnologique et folklorique qu'elle a joué dans la civilisation mondiale et la culture universelle. Mais pour ça, justement, je crois que le destin de la race noire est en train de se jouer autour du bassin du Congo, en Afrique centrale. Mobutu avait cité Frantz Fanon qui avait dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Zaïre. Je crois que c'est vrai. Si nous n'arrivons pas à nous relever, à relever les défis, à passer le cap de cette nouvelle vague de turbulences politiques que constitue le processus la réintroduction ou l'introduction du processus démocratique, nous serons voués à rester toujours une race inférieure et une race d'exploitation. L'histoire de l'humanité est faite de mouvements, de révolutions, qui sont des espèces de tremblements de terre qui, à un moment donné, purifient une région et permettent, sur les décombres de ce qui reste, de construire et de rebâtir et de repartir à nouveau. Vous y croyez? J'y crois personnellement.